Didier Pélissard, bonjour. Bonjour Asna. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté d'être mon invité dans cette interview où nous allons mettre la lumière sur un réel blocage qui empêche certains gens d'avancer dans leurs projets et dans leur vie. Donc, il s'agit de la peur d'être jugé ou Oui. que vont les autres dire si je fais ainsi. Donc, comment vous pourrez nous présenter cette difficulté, Monsieur Pélissard, c'est-à-dire selon votre expérience réelle, vous avez dû recevoir des gens en consultation qui en souffrent, et donc quels sont les symptômes, comment ça se manifeste? Alors, il faut savoir que la peur d'être jugé, d'abord, c'est un processus qui est naturel. C'est-à-dire qu'on a tous à un moment ou à un autre une peur d'être jugé. On a tous vécu ça. Et principalement, c'est une étape importante lorsqu'on est un enfant entre 3 et 7 ans. D'accord. Euh, on a tous eu peur du jugement, par exemple, de la maîtresse d'école ou du maître d'école. On a tous eu peur du jugement quelquefois de nos parents si on avait fait quelquefois une bêtise ou au contraire même si on avait fait quelque chose et qu'on n'était pas sûr de soi. Donc c'est à la base la peur du regard ou la peur du jugement, c'est un processus qui est naturel. D'accord. Donc, la peur du jugement, c'est lié à la peur d'être mal vu ou du feedback en fait. Alors le feedback, c'est le fait enfin, je résume un peu les choses. L'idée du feedback, si je comprends bien votre question, c'est de dire voilà comment l'autre nous juge et donc à partir de Exactement. là. Bon, Oui. bon, ça semble un peu simpliste a priori, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je m'explique. Euh, Mhm. En réalité, euh, on a les gens qui souffrent de ce problème sont persuadés que dans leur vie quotidienne, que ce soit dans lorsqu'ils sont à une réunion associative ou qu'ils sont en groupe ou à leur travail, à la limite, je dirais, peu importe l'endroit, euh, ils sont convaincus, c'est une sorte de croyance qu'ils se sont forgés, que les personnes qui sont autour d'eux sont constamment en train de les juger. Ou, s'ils ne les jugent pas, ils les observent. Donc en fait, c'est plutôt un processus qui est imaginaire. C'est-à-dire D'accord. que l'immense majorité des situations de la réalité, en fait, c'est que la plupart des situations font que ces gens croient qu'ils sont jugés, croient qu'ils sont observés, alors qu'en réalité, ça n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire qu'ils s'inventent dans leur imaginaire que constamment il y a qu'ils n'ont pas bien fait ceci, qu'ils sont critiqués pour cela, mais la réalité est tout autre. En fait, les gens pensent principalement à leurs propres soucis, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire Oui. que quand on rencontre quelqu'un, en fait, il pense d'abord à lui et ensuite à vous. D'accord. Donc, Monsieur Pénissard, est-ce que vous pensez que le fait de ne pas se réaliser dans sa vie est un signe de peur de jugement? C'est-à-dire, est-ce qu'une personne, par peur d'être mal vue, d'être jugée, peut reporter ses projets en continu sans qu'elle ose les entamer? Alors, l'expression ne pas se réaliser, c'est très caractéristique. C'est-à-dire que les personnes qui souffrent de ce problème, effectivement, peuvent passer toute leur existence, enfin en tout cas une grande partie de leur vie, à ne pas réaliser, par exemple, une grande partie de ce qu'ils ambitionnent. On a tous, à plus ou moins niveau, des projets. On a tous envie de réaliser des choses, de se réaliser dans son existence. Je dirais que c'est même le propre de l'être humain de chercher à se réaliser. Mais il y a deux types d'individus. Le premier type d'individu, c'est la personne qui est épanouie, c'est-à-dire qui, lorsqu'elle
ressent le besoin justement de réaliser quelque chose ou de se réaliser dans sa vie, elle ne va pas chercher à, par exemple, à être approuvée. Parce que c'est un autre processus de la peur du jugement qui est encore plus pernicieux, plus subtil celui-là. Je m'explique. Il y a beaucoup de gens, ils font les choses et ils ont l'impression qu'ils le font mais pour les autres. C'est-à-dire que quand ils réalisent quelque chose, ils attendent en permanence à ce qu'on leur dise, ou ils attendent en quelque sorte qu'il y ait ce fameux feedback dont vous parliez tout à l'heure, à leur dire mais qu'est-ce que t'en penses finalement? Alors ils vont pas forcément le demander, mais ils vont l'attendre en essayant de chercher, de détecter dans le regard de l'autre systématiquement s'il n'y a pas eu une sorte de phase d'approbation. Alors, les gens qui au contraire s'épanouissent, qui réalisent dans leur vie leurs priorités, leur ambition, ou se réalisent eux-mêmes, ne cherchent absolument pas cela. Je dirais qu'ils s'en fichent complètement. C'est-à-dire que pour eux, ce qui compte avant tout, c'est de se réaliser et point à la ligne. C'est-à-dire de faire ce dont ils ont envie de faire et de le faire réellement. Ça, c'est le premier groupe. Il est dans une forme d'indépendance ou d'autonomie de pensée qui fait qu'il n'a pas besoin d'être approuvé, et quand il fait quelque chose, même s'il ne le fait pas bien, il ne craint pas le jugement. Et puis il y a le deuxième groupe des gens, c'est un peu ce dont on parle aujourd'hui, et qui vont systématiquement chercher à être approuvés. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il va en penser? Et puis si je le fais, peut-être que ça lui fera pas plaisir, alors autant ne pas le faire, ou autant faire ce dont il a envie de faire. Et à ce moment-là, on tombe dans une sorte de piège absolument terrible. C'est que les gens qui souffrent de ce problème vont passer, par exemple, toute leur vie à faire, par exemple, un métier qui ne leur plaît pas, ou d'exercer des activités qui sont complètement contraires à leurs propres convictions, parce que ils vont constamment se positionner vis-à-vis de l'autre, en se disant, bah oui, mais qu'est-ce qu'ils vont en penser? Ce qu'on appelle la peur du qu'en dira-t-on. Et ça, c'est, je dirais moi qui m'intéresse au développement personnel, c'est très grave. Parce que, d'une certaine manière, si on rate toute sa vie à cause que, tout simplement, on pense que l'autre ne va pas trouver que c'est bien, ou en tout cas, on va pas trouver l'approbation dans l'autre, eh ben, on peut rater sa vie. D'accord. Donc, M. Pénissa, si on creuse un peu plus dans le sujet, est-ce qu'on peut dire que la peur du jugement a un rapport avec le manque de confiance en soi, le manque d'amour de soi, ou bien il n'y a pas forcément de lien entre ces différents facteurs? Il y a un lien, c'est évident. Je veux dire, l'estime de soi, s'aimer soi-même, c'est déjà se mettre au premier plan. Et ça n'a rien d'égoïste, au contraire. Les gens qui s'aiment bien, les gens qui s'estiment bien, sont des gens souvent plus généreux que les autres. Ça veut dire quoi en réalité, s'estimer? Ça veut dire que j'en reviens toujours à cette idée un petit peu de faire quelque chose, de vouloir ambitionner de faire quelque chose, de faire ce qui nous plaît. Si on le fait avec l'idée qu'on est totalement autonome et qu'on le fait parce que ça nous fait du bien, alors c'est une sorte d'estime de soi qui est mise en avant, où on se dit finalement ma propre approbation, c'est-à-dire le fait de m'approuver moi-même dans ma démarche, dans mon action, c'est une preuve que on s'apprécie en quelque sorte. Mais si c'est le contraire, on fait quelque chose, mais on se dit oui, mais qu'est-ce que l'autre va en penser? Alors là, on perd complètement cette notion d'estime de soi, parce que d'une certaine façon, c'est comme si on donnait à l'autre, entre guillemets, le pouvoir sur soi-même. Oui. C'est-à-dire que finalement, on se rejette soi-même en se disant mais oui, mais qu'est-ce que toi t'en penses, ou qu'est-ce qu'il va en juger de ce que je fais? C'est lui donner une partie de son existence, lui donner le contrôle de sa vie, et entre nous, souvent il s'en fiche complètement, mais nous en tant qu'acteurs, si on réagit comme ça,
eh ben c'est une défiance de soi. C'est le contraire même de la confiance en soi. D'accord, merci Monsieur Pénissa. Donc maintenant, nous allons nous orienter vers les conséquences de la peur du jugement des autres sur la personne. En fait, je vois qu'il y a deux axes en fait dans la vie relationnelle et dans la vie professionnelle. Nous allons commencer au niveau relationnel, comme nous savons tous. La peur peut créer un blocage au niveau relationnel. Donc, à quel point la peur du jugement d'autrui peut-elle empêcher de vivre des relations épanouies et surtout affectives? Oh, je pense que dans ce cas-là, c'est plutôt parce que on est plus soi-même. Et j'insiste beaucoup lorsque je donne un séminaire sur ces sujets-là ou que je parle de ces sujets-là, c'est devenir soi-même. Alors, j'ai pas piqué il y a actuellement un slogan qu'utilise l'armée française à la télévision, devenez vous-même. Et en fait, c'est pas moi qui l'ai piqué, mais j'utilisais déjà depuis bien longtemps ce slogan, devenir soi-même. Bah, je dirais que les gens dans les relations, dans les communications avec d'autres personnes, les gens qui ont du charisme, les gens qui même s'ils n'ont pas une grande culture, même si ils n'ont pas été à l'école très longtemps, même si et ils sont passionnants à écouter ou à dialoguer. Eh bien, ces gens-là, ce sont des gens qui, en grande partie, sont libérés de la peur du jugement. C'est-à-dire que quand on est soi-même, on est entier au sens où on n'est pas bridé, bloqué et inhibé par se dire ah je vais pas dire ça parce que je risquerais par exemple de le froisser. Mais en réalité, on fait l'inverse parce que quand on est comme ça, on veut peut-être faire le gentil quand on s'exprime de cette façon-là. On ne veut pas froisser l'autre. Mais les gens qui passent leur temps à ne pas froisser l'autre, c'est-à-dire à être toujours ce qu'on appelle des gens conciliants, eh bien, ce sont des gens qui, d'une certaine manière, sont faux. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas de sincérité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment ou à un autre, bon, ça peut être agréable d'avoir quelqu'un qui vous dit un oui en permanence ou qui reste toujours dans un langage empoulé de façon à ne pas vous froisser, mais vous ne voyez jamais la vraie face de l'autre. Et au bout d'un moment, ça devient lassant. C'est-à-dire que on se dit, bah, finalement, elle n'a pas de personnalité, cet individu n'a pas de personnalité et elle laisse pas de traces. Alors que la personne qui est elle-même va véritablement peut-être ne pas être en accord avec l'autre dans sa communication, mais une chose est sûre, c'est qu'elle va laisser une empreinte. Elle va laisser une trace. Et sur le plan, je dirais, efficacité de la communication, c'est toujours celle-ci qui va l'emporter. On se dira, bah oui, tiens, elle a cette conviction ou elle croit en ceci, mais bon, c'est pas mes idées, mais c'est respectable parce que vraiment, on sent qu'elle a envie elle est vraiment convaincue de ce qu'elle dit. Et si vous redemandez 6 mois, 1 an après, quelle personne vous a le plus marqué, ce sont toujours les gens qui sont vraiment eux-mêmes. C'est-à-dire libérés de cette peur de toujours dire ah bah oui, je veux pas le froisser, etc. Parce que finalement, ce ne sont pas véritablement des gens qui sont sincères parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Donc, Monsieur Pénissa, vous avez parlé d'un point très intéressant, c'est être soi-même. Et justement, comment une personne peut redevenir elle-même? Bah, moi, ça me rappelle souvent des situations où des gens qui me contactent ou me parlent de leurs difficultés, de leurs problèmes, et notamment justement avec ce fameux syndrome. Parce qu'en réalité, ne pas être soi-même revêt différentes façons de réagir. Mais ne pas être soi-même, c'est par exemple, j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple ne pas faire ce dont on a envie de faire. Et toute sa vie, faire le contraire. C'est un peu comme une sorte de courant. Imaginez un courant d'une rivière ou d'un fleuve. Et quand on n'est pas soi-même, c'est comme si on remontait constamment tout au long de son existence, tout au long de sa vie, à contre-courant.
Et d'une certaine manière, c'est particulièrement usant. C'est-à-dire que on s'use, d'abord on n'avance pas beaucoup, on stagne, et puis on se fatigue. Dès lors où on est soi-même, pleinement soi-même, on a l'impression que les choses vont dans le sens du courant. Et non seulement on fait beaucoup moins d'efforts à avancer quand on va dans le courant, mais en plus, on va plus vite si on rame. Donc, moi, c'est la meilleure image que j'ai dans l'esprit, ou la meilleure métaphore, c'est cette notion d'aller à contre-courant ou d'aller dans le sens du courant. Quand on est soi-même, je dirais qu'on réussit mieux sa vie. On est plus en accord avec nos propres... On a tous des talents. Je suis frappé d'entendre, moi, des gens qui me disent, bah oui, moi je souffre de ce problème, j'ai toujours peur je fais pas des choses parce que je voudrais faire des choses, mais je le fais pas parce que j'ai toujours peur d'être critiqué, observé, jugé, etc. Mais je leur dis, écoutez, si vous n'aviez pas ce problème, vous feriez quoi? Et là, ils commencent à s'exprimer de manière absolument extraordinaire, c'est-à-dire que ça devient passionnant. Ils sont vraiment eux-mêmes parce qu'ils me disent, ah ben moi c'est la peinture, moi c'est je voudrais faire tel sport, mais vous comprenez, j'ai un problème de poids, j'ose pas le faire, j'ai trop peur d'être mal jugé. Mais en réalité, dès lors où ils lèvent ce problème, mais je vous assure, ça devient des gens heureux et complètement épanouis. D'accord. Donc, Monsieur Pénissard, vous venez par ces explications, ces détails, de confirmer que les gens qui ont du mal à avancer dans leur vie professionnelle, ça peut être dû en grande partie, en grand pourcentage, à leur peur du jugement des autres et leur image d'eux-mêmes qui n'est pas optimale. Moi, je me souviens de collègues de travail à l'époque où je travaillais dans le milieu automobile, notamment Renault. Et moi, je me suis toujours étonné de voir que, par exemple, lorsqu'il y avait des journées dites portes ouvertes, bon, l'ambiance est beaucoup plus détendue. Et c'est l'occasion de discuter avec à la fois des visiteurs, des clients, mais aussi nos propres, les membres de la direction. Et je m'apercevais qu'il y avait des gens qui avaient des talents absolument bien affirmés, et c'était l'occasion de pouvoir justement de les présenter leurs talents à la direction ce jour-là, parce que je vous dis, l'atmosphère était détendue et on pouvait quelquefois dire, tiens, ben j'aurais jamais cru que vous aviez ce talent caché. Ben ils le faisaient pas, et ils le faisaient absolument pas parce qu'ils avaient toujours peur que la direction les juge mal. Mais moi je le faisais, j'étais tout le contraire, c'est-à-dire que par exemple, ma direction ne savait pas, par exemple, que je savais parler en public, et on faisait venir dans ces journées portes ouvertes souvent des gens qui avaient des talents de magicien, des choses comme ça. Ben moi, j'hésitais pas à donner un coup de main au magicien de façon à, disons, à l'aider, puis en même temps, ça montrait à ma direction que je savais parler en public. Et à chaque fois, ça marchait, c'est-à-dire qu'on me disait, tiens, je savais pas que vous aviez ce talent, ça va nous servir. Et ça me permettait, moi, de prendre de nouvelles responsabilités, de m'épanouir dans mon métier. Mais je dis ça pour moi, mais beaucoup ne le faisaient pas. D'accord. Donc, Monsieur Pénissard, nous allons aborder un point qui est très intéressant et qui a un rapport avec la naissance de cette faiblesse. À votre avis, est-ce que ça peut être dû à un souvenir ancré, une expérience d'échec ou une situation difficile qui a fait que la personne est devenue plus vulnérable au jugement des autres, ou bien il y a d'autres facteurs qui ancrent en fait cette faiblesse? Bon, il y en a bien sûr le plus courant qu'on connaît, mais celui-là est jamais très très grave. C'est le fait que si les parents ont toujours dit tais-toi, reste dans ton coin, sois sage, bon, ce genre de phénomène est bien connu, c'est-à-dire que psychologiquement, il y a l'idée un peu de se taire, mais c'est un petit peu différent. C'est plutôt un problème d'affirmation de soi. Il y a des gens, ils ne s'affirment pas, non pas parce qu'ils ont peur du jugement ou de la critique de l'autre, mais parce que tout simplement eux-mêmes n'osent pas. Parce que là, on est plutôt dans une sorte
de situations où la personne se dévalorise elle-même. C'est un autre problème. Non, là, celui dont on parle est plutôt un problème qui vient de l'enfance entre 3 et 7 ans. C'est-à-dire, je l'ai expliqué dans la téléconférence, j'invite à le regarder de nouveau, c'est-à-dire qu'en réalité, entre 3 et 7 ans, on a besoin de rechercher à être approuvé. Ça fait partie du processus normal d'évolution d'un enfant. De même qu'il a toujours peur constamment du regard de l'adulte ou de l'autorité. Le problème, c'est quand on arrive adulte. Vers 18-20 ans, on doit se libérer de ça. Mais il y a une minorité de gens qui continuent à vivre, en fait, comme s'ils étaient à l'intérieur d'eux-mêmes, sur le plan émotionnel, comme des enfants. C'est-à-dire que s'ils font quelque chose, par exemple, je sais pas moi, un adulte se met à, je sais pas moi, à faire un travail manuel chez elle, bon, normalement elle le fait, puis elle va pas chercher à se dire, ah bah tiens, regarde, qu'est-ce que t'en penses, en recherchant exclusivement cette approbation. Mais il y a des gens, ils continuent à vivre comme un enfant. C'est-à-dire qu'ils vont le faire, et ils vont systématiquement demander à l'autre, qu'est-ce que t'en penses? Mais ils ne demandent pas dans un but rationnel d'avoir un jugement objectif. Non, 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 pas du tout. Ils le demandent parce que ils attendent d'être approuvés. Ils attendent constamment qu'on leur dise, ah bah oui, tu vois, c'est bien ce que tu as fait, super, bravo. Et ça les flatte. Mais en réalité, bon, cette flatterie peut être sur le moment agréable, mais en réalité, c'est une dépendance à l'autre. Et si ça reste que là, ça va encore. Mais là où ça devient problématique, c'est que moi je connais des gens, même dans leur travail, ils font le travail souvent relativement bien, trop bien même, mais parce qu'ils attendent constamment qu'on les flatte ou qu'on ait un regard bienveillant sur eux, mais ils ne se rendent absolument pas compte qu'ils se font un mal terrible. Parce que ils devraient d'abord avant tout faire le travail bien qu'ils font, et qu'ils le font sans aucun doute de manière excellente, mais ils devraient d'abord le faire pour eux. C'est-à-dire, voilà, je fais ce travail, mais parce que ça me satisfait moi, et non pas pour satisfaire le chef ou le collègue, etc. Donc c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui deviennent très jeunes, acteurs de leur vie, de leur projet, et d'autres qui sont réactifs, qui attendent de l'encouragement de leurs supérieurs pour évoluer. Absolument. C'est-à-dire que on peut parfaitement faire des très hautes études et être quelqu'un de très instruit et atteint de ce syndrome, je dirais, de l'enfant intérieur. Moi, je connais des gens qui étaient très très instruits, des médecins même, je veux dire, ils étaient malheureux, comme c'est pas possible, parce qu'ils étaient constamment à vivre comme ça. Bon, vous me direz, un médecin, il a réalisé sa vie parce qu'il a fait un métier qui sans doute lui convenait. Il a dû dépasser, il y a des différents stades, il y a des différents niveaux dans ce syndrome. Mais je dirais que sur le plan personnel, sur le plan par exemple familial ou dans ses activités culturelles, ou ne serait-ce que pour prendre la parole, il était comme un enfant. C'est-à-dire que systématiquement, c'est toujours des gens qui recherchent à vouloir être conciliants. Quand on est trop conciliant comme ça, on se fait plus de mal en fait. D'accord. Donc je vous remercie Monsieur Pélissard pour ces très intéressantes et riches explications. Et justement, maintenant, nous allons nous orienter vers les solutions. Maintenant que nous avons fait le diagnostic du syndrome, ses causes, ses origines, la question maintenant, c'est que comment on peut s'affranchir de la peur du jugement d'autrui, comment peut-on se débarrasser définitivement de cette peur et devenir une personne à l'esprit ouvert, plus confiante en elle-même et même plus réussie. C'est-à-dire, quelles sont les grandes lignes de la stratégie que vous pourrez suggérer maintenant oui, quelles sont en fait les solutions, quoi. Oui, voilà. Oui. Alors, moi, je me suis intéressé ça de très près depuis de nombreuses années, et le premier éclair d'intuition, ça a été lorsque un jour j'ai lu un ouvrage qui m'a fait tilt, comme on dit. Ce livre existe toujours, d'ailleurs je l'invite à le regarder, c'est Vos zones erronées. Bon, c'est un peu un jeu de mots, mais ce livre-là expliquait un petit peu ce syndrome à sa façon, l'auteur expliquait ça à sa façon. Et dès lors où j'ai compris comment ce mécanisme se produisait, j'ai eu une intuition que
puisque le problème est d'ordre émotionnel, on vit émotionnellement comme un enfant de 3 à 7 ans, même quand on est un adulte à 40 ou 50 ans, quand on est victime de ce syndrome, la solution est de recréer un état émotionnel d'ouverture comme au départ. C'est-à-dire qu'en fait, on refait une sorte de cheminement quand on était un enfant à ce moment-là où finalement on avait besoin d'être approuvé ou d'avoir peur du jugement. Mais c'est-à-dire, excusez-moi, je vais vous interrompre, Monsieur Pélissard, c'est-à-dire on fait appel au premier souvenir de la personne? non, on fait pas non, c'est pas ça. On fait pas un appel à une sorte de régression, c'est pas ça le genre. C'est surtout que on se remet dans le contexte. C'est-à-dire que on se repositionne comme un enfant face à nous. C'est-à-dire qu'on voit l'enfant tel que l'on était, avec bien évidemment ce comportement, je rappelle, naturel au départ, et lui demander de reprendre sa place dans son propre passé. C'est-à-dire qu'on a une temporalité dans notre conscience, passé, présent et puis aussi futur. Bon, et le problème c'est que les morceaux du puzzle de notre conscience ne sont pas bien positionnés. Et ce qui devait être dans le passé est dans le présent, et c'est ce qui pose problème. Alors on utilise l'hypnose, enfin j'utilise l'hypnose, une technique d'hypnose participative, sensorielle, très 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 agréable, très douce, et la personne va en quelque sorte refaire face à l'enfant dont il était et qui posait problème, et repositionner cet enfant dans la stratégie de son passé. Ce qui veut dire que ça ne s'agit pas du tout de le négliger ou de dire qu'il n'a pas existé. Ça serait une absurdité de faire comme ça. Mais au contraire de lui dire voilà, tu m'as fait du mal, en sens que dans ma vie au présent, tu n'as plus de place en tant qu'enfant intérieur, mais que tu dois avoir ta place en tant qu'adulte intérieur. Et donc il y a un processus qui se produit pendant la séance d'hypnose. Donc d'une certaine manière, on remet le puzzle à l'endroit. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Au niveau de la temporalité, il y a deux êtres en nous à ce niveau-là. Il y a l'enfant intérieur qui correspond à la période du passé, qui elle devait reprendre sa place dans le passé, celle où on avait recherché à être approuvé quand on faisait quelque chose. Par exemple, quand on faisait un dessin, on cherchait à être approuvé par la maîtresse d'école, par le frère, par ce que vous voulez, par les parents. Et puis on a l'adulte intérieur qui lui est libre. C'est-à-dire que c'est une personne, c'est une tranche de notre personnalité qui, elle, peut faire des choses sans avoir à rechercher en permanence à nous dire, à ce qu'on entende ou ce qu'on attende d'elle, qu'on nous dise ah ben ce que tu as fait est bien. D'accord. Donc, M. Pélissard, à votre avis, combien de séances d'hypnose faut-il pour que le changement s'installe et pour que la personne prenne une nouvelle position par rapport à elle-même et donc elle commence à s'affirmer et s'exprimer avec confiance en elle-même? Je pense que, enfin, ma réponse ça va être ambiguë. J'ai tout connu. J'ai des gens qui en une seule séance, ont commencé à affirmer leur adulte intérieur. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à être eux-mêmes. Et puis il y en a d'autres. Oui, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que ça a été ils l'ont vécu très fort et pour eux ça a été quelque chose. C'est souvent d'ailleurs émotionnellement très fort. C'est pas rare qu'on me dise j'ai eu les larmes aux yeux, mais c'est normal. Hein, c'est pas une expérience négative, mais c'est une expérience émotionnelle assez forte. Et puis il y a des gens qui m'ont dit voilà, c'est au bout de la 30e, au bout de la 40e. J'ai même eu ça a été au bout de la 50e séance d'écoute, parce que c'est une séance enregistrée par CD, qui a déclenché le processus. Mais la personne a quand même l'impression qu'elle avance. C'est-à-dire que même si certaines sont plus lentes à faire émerger l'adulte intérieur et de faire reprendre dans le passé la place de l'enfant intérieur, la personne quand même si des fois c'est plus lent que chez d'autres, elle a quand même l'impression qu'elle avance. C'est-à-dire qu'elle note des petits progrès. J'ai eu dernièrement un appel téléphonique d'une personne qui me disait ça fait depuis 2 mois, à peu près, 1 mois et demi, je ne sais plus exactement. Et je lui ai posé la question, mais vous sentez pas quand même? Elle me dit si quand même. Je voyais par exemple à la dernière réunion, je me suis exprimé alors que d'habitude je le faisais pas. Je dis, vous voyez, ce sont des phénomènes
qui apparaissent, mais des fois ça peut être spectaculaire. Ça dépend des gens, ça. Ça dépend de l'aptitude des gens et de l'écoute aussi de la séance. C'est-à-dire que si on fait la séance une fois de temps en temps, bon, mais l'important c'est qu'il y ait une forme de régularité. D'accord, c'est comme une thérapie en fait. Il faut suivre. C'est pas vrai, c'est une autothérapie parce que c'est la personne c'est elle-même qui règle son problème. Mais bien sûr, c'est dirigé puisque je l'aide dans la séance à vivre cet état de transformation de l'intérieur, de passer de l'enfant intérieur à l'adulte intérieur. C'est guidé en fait. D'accord. Donc, Monsieur Pélissard, nous allons parler maintenant de créativité, d'activité. Et justement, comme nous l'avons exprimé au début de notre interview, se débarrasser de ce blocage crée plus de perspectives pour une ouverture de l'esprit, avoir un esprit libre et automatiquement être plus créatif, plus actif et plus dynamique. Comment vous accompagnez ce processus de changement, c'est-à-dire accompagner une personne qui vient juste de sortir de son état négatif, cet état de peur de jugement, et comment vous acheminez cette personne vers un état de comment j'améliore mes compétences acquises, c'est-à-dire alors je comprends. Positif en moi. Eh ben c'est assez simple, c'est par la prise de conscience. Vous savez, on a tous des fois des sentiments d'évidence, c'est-à-dire que on arrive il y a un moment on se sent bloqué pour quelque chose, on comprend pas, on a un problème, puis quelqu'un vous dit une phrase, ça peut être, je sais pas moi, une pensée que vous avez prélevée dans un livre de philosophique, ça peut être une histoire racontée par quelqu'un qui va prendre une métaphore et subitement, plaf, c'est le déclic, etc. Par exemple, le fait que les gens m'écoutent, qui sont atteints par ce problème, ça peut être justement déjà ce sentiment d'évidence. C'est-à-dire que le sentiment d'évidence est le processus de thérapie. Alors bien sûr, avec l'enregistrement de la séance, j'explique aussi sur une forme d'interview, un peu comme vous le faites, mais là par écrit, exactement ce qui se produit et comment ça se produit. Et je suis aperçu qu'en expliquant cela, les personnes qui avaient ce problème de syndrome de l'enfant intérieur, donc peur du jugement, subitement avaient ce sentiment d'évidence. Ah ben oui, c'est ça. Ah ben oui, j'ai compris. Et c'est 50% de la résolution du problème. C'est-à-dire, d'un côté, on agit sur, je dirais, le côté émotionnel, le côté inconscient émotionnel, c'est la séance d'hypnose, et deux, sur la partie conscience, c'est-à-dire la partie qui, elle, doit comprendre le processus. On dit souvent que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mais là je dirais que ne pas comprendre le processus, faire par exemple que la séance d'hypnose sans comprendre ce qui se passe, pourquoi on le fait, et quel est l'esprit de la démarche, bon, ça serait, à mon avis, une erreur. Donc, je fournis en quelque sorte au départ une sorte dans une explication qui est présentée par écrit, où la personne va se retrouver, se reconnaître, en se disant « Ah ben oui, je réagis comme ça ». Et donc, elle va voir déjà qu'elle n'est pas la seule à être atteinte de ce problème, mais que finalement, c'est un processus assez courant, et que il suffit de faire des petites corrections, mais déjà en prendre conscience, pour créer ce que j'appelle, moi, le sentiment d'évidence. D'accord. Donc, Monsieur Pélissard, une dernière question. Après la réussite de la thérapie, de ce suivi de la personne, est-ce qu'elle devient autonome par la suite? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'elle retombe dans sa difficulté à nouveau s'il y a, par exemple, un environnement qui peut favoriser qu'elle rechute dans sa difficulté? Ça dépendrait de l'environnement. Oui. Tout dépendrait si la personne vivrait, je sais pas moi, un choc psychologique entre-temps. Pourquoi pas Mais moi, j'ai de l'expérience et du retour sur ça. Et je me suis forgé plus qu'une conviction, c'est-à-dire sur des faits
que les personnes qui font ce processus-là, que je leur invite, qui finalement est loin d'être difficile à comprendre, il est beaucoup plus simple qu'on croit en fait. L'esprit humain, moi, un de mes mentors me dit souvent que l'esprit humain, il fonctionne mieux lorsque les choses sont simples. Et la technique que j'explique est simple. Elle n'est pas du tout compliquée, elle n'est pas hyper technique. Elle est vraiment, je dirais, d'une simplicité d'enfant. Et c'est pas par hasard si on joue sur le côté enfant intérieur. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait de rechute, parce que par l'expérience, il peut y avoir des petits allers et retours, mais à la limite, il suffit de reprendre les bases, relire les principes, refaire la séance, et les choses se remettent dans l'ordre. Mais l'expérience me prouve quand même qu'il n'y a pas de retour en arrière. D'accord, donc ça réussit toujours et ça c'est encourageant. Donc Monsieur Pélissard, je vous remercie du temps que vous m'avez accordé pour la réalisation de cette interview. Certainement vos explications et vos conseils sont très enrichissants et je pense que nous sommes sortis de ce débat avec des idées très claires et précises sur le sujet de la peur du jugement des autres et comment s'en sortir efficacement. Donc, je vous laisse le dernier mot, Monsieur Pélissard. Oui, d'abord merci de m'avoir interviewé. Je apporterai juste un élément, c'est qu'il faut faire attention aussi à ne pas se tromper dans le cas, parce qu'on appelle aussi des phénomènes de schizophrénie, qui sont des problèmes là où vraiment ce sont des peurs paniques, des peurs où la personne croit que l'autre amplifie à un degré extrême. Là, c'est une maladie qui doit se soigner, et principalement par des techniques psychiatriques. Non, là, je parle vraiment je dirais, de ce qui peut être ces syndromes, je dirais, assez classiques, qui font qu'une personne, dans un état d'esprit sain, et qui est en bonne santé, physiquement et mentalement, est retenue par ces problèmes qui sont d'être rechercher l'approbation ou la peur du jugement. Mais au global, je terminerai en se disant que oui, que le mot-clé, c'est devenir libre. Le mot-clé, c'est d'être libre de pouvoir faire ce dont on a envie de faire, libre de pouvoir exprimer ce dont on a envie d'exprimer, que ce soit nos talents, que ce soit nos capacités, nos ressources, parce que véritablement, la vie est très courte. Et moi, j'explique souvent que quand on passe à côté d'un cimetière, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a énormément de gens qui sont là, et ces gens-là reposent, et combien n'ont pas réalisé leurs projets, n'ont pas réalisé leurs rêves, parce qu'ils avaient peur qu'on les juge mal, ou parce qu'ils étaient constamment en recherche d'approbation, et donc ils ne le faisaient pas. Eh bien, moi, je dis que la vraie leçon, c'est quand vous passerez à côté d'un cimetière, le message positif des gens qui sont encore là, c'est de vous dire, soyez vous-même, soyez libre, et faites de votre vie ce dont vous avez envie de faire, parce que le jour où vous passerez à trépas, eh bien, vous aurez réalisé votre vie. Monsieur Pélissard, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Vraiment, c'est très généreux. Et puis, je vous dis au revoir et à très prochainement avec un nouveau sujet, une nouvelle interview. Au revoir, Asna. Si vous vous sentez concerné par ce problème, la solution est présente sur le programme de Didier Pénissard sur peurduregard.com, en un seul mot, peurduregard.com, où vous trouverez l'autothérapie, la technique proposée par Didier Pénissard pour vous libérer et vaincre la peur du jugement des autres. Merci de votre attention et à très bientôt.